Lecture Anthropocène. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui dans Lecture Anthropocène, je souhaitais vous parler d'une étude sur laquelle je suis tombé récemment et qui traite de la fabrication des paysages, des pollutions associées, de l'activité minière. Elle concerne l'important gisement de fer de Mesa Bee Range dans le Minnesota. Et je vais m'en servir comme support d'une réflexion un peu plus large, avec une ouverture, qui associe cette relation entre développement technologique, matière et espace. L'auteur de cette étude s'appelle John Byton. Il est docteur de l'Université technologique du Michigan en archéologie et héritage industriel. Il est actuellement postdoctorant à l'Institut de résilience environnementale de l'Université d'Indiana. Ses travaux mêlent histoire environnementale, géohistoire et analyse spatiale. Dans l'étude qui nous intéresse et qui a fait l'objet notamment d'une production via StoryMap et d'une thèse produite en 2017, il cherche à appréhender l'héritage de l'activité minière dans une perspective qu'il qualifie d'envirotech. C'est-à-dire qu'il met en relief cette intrication historique entre un état physique naturel d'un espace et un état technologique qui l'a façonné. Cette approche mêle plusieurs pôles, que sont par exemple les agents humains de ces transformations, les transformations et contexte économique, l'implication du politique, l'environnement physique et le matériel technologique utilisé. Et par exemple, pour les agents, John Byton cite les géologues, les compagnies minières, la métallurgie, etc. Et quant au matériel technologique, on peut prendre par exemple la pioche au plus simple. On a les infrastructures ferroviaires, les usines de transformation, donc de concentration et de fonte par exemple. J'en viens maintenant à une description rapide des différents points qui sont abordés dans cette étude. Donc dans cette étude, John Byton retrace l'histoire minière de cette région en remontant au milieu du 19e siècle. Il rappelle que cette région du lac supérieur représentait pas moins de 85% de l'approvisionnement du pays en minerais de fer à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Outre cette histoire minière, ce qui l'intéresse, ce sont aussi les impacts de cette activité sur l'environnement et sur les populations sur le long terme, qui vivent donc à proximité. Il y est question en particulier de lien entre le développement de cette activité et la dégradation à long terme des ressources aquatiques. Il évoque enfin plus largement comment ces espaces marqués ont été revalorisés, tels qu'ils sont aujourd'hui, tels qu'on peut les voir aujourd'hui. On en reparlera, mais avec le passage à l'extraction de la taconite, qui est un minerai de fer pauvre, certains sites ont été abandonnés dans les années 1960-1970. Ils ont été transformés en zones de pêche, mettant à l'arrière-plan cette profondeur historique, ce passif minier. Et paradoxalement, on est passé d'un espace d'extraction à un espace de conservation. Je vais maintenant vous parler de ce qui m'a plus particulièrement intéressé dans cette étude. Il a donc décomposé cette histoire de l'exploitation minière en 3 grandes phases, chronologiques, mais toutefois non exclusives, et qui correspondent à 3 phases technologiques et par conséquent 3 phases de production de déchets et d'impacts environnementaux distincts. Il a pour cela mobilisé un système d'information géographique. Donc la première phase, qu'il situe entre 1847 et 1970, ça correspond à l'exploitation d'un minerai riche, facilement exploitable, dont l'extraction produit par conséquent peu de déchets. La gangue est éventuellement rejetée à proximité du site même de l'exploitation. Le minerai, quant à lui, peut être directement envoyé à la fonderie. Et donc par conséquent, l'ampleur spatiale, l'empreinte environnementale de cette activité extractive est encore peu importante, très localisée. Quant à la deuxième phase, qu'il situe alors entre 1910 et 1980, elle mobilise un autre type de technologie et une quantité énorme d'eau. Et cette seconde phase cherche à extraire un minerai qui est plus pauvre que le précédent. Et donc, il ne s'agit plus d'extraire un minerai donc, qui est riche et qui est facilement accessible. Et par conséquent, on n'est plus dans une sélection de la matière valorisée, mais bien dans ce qu'appelle l'historien Timothy Lequin, dans un processus de masse destruction. C'est-à-dire qu'on va extraire une énorme quantité de terre qui contiennent donc ces minerais, et c'est ensuite qu'une installation industrielle intermédiaire va intervenir entre la phase d'extraction et la phase de fonderie. Et donc c'est l'apparition aussi de ce qu'on appelle les tailings, les résidus, et aussi donc des bassins de résidus, les tailing basins.
c'est parfois ce que vous avez peut-être vu sur des photographies aériennes, ces énormes bassins qui ont parfois une couleur orangée ou autre, et qui sont très, très visibles dans ces photographies aériennes. Donc on voit ici que dans cette deuxième phase, on extrait d'un site certaines matières que l'on envoie dans une usine intermédiaire qui est située, elle, plus ou moins éloignée donc, du site d'extraction originel, et qui recueille aussi la matière de différents sites finalement, puisqu'il s'agit donc de valoriser le plus de matière possible avant de les envoyer dans d'autres usines de fonderie. Et donc cette seconde phase, elle se caractérise donc par une autre géographie, une autre production de déchets, d'autres résidus, et par une ampleur, une empreinte environnementale plus importante. La troisième phase se situe entre 1947 et aujourd'hui, et il s'agit justement de cette production, de cette extraction de taconite. Et c'est une phase qui donc, concerne un matériau, un minerai qui est relativement pauvre, qui est mélangé avec d'autres minéraux. Et sa valorisation pose un certain nombre de problèmes, notamment parce qu'elle fera intervenir de l'amiante, et les rejets qui ont pu avoir lieu dans le lac supérieur ont finalement été interdits autour de 1980, du fait justement de ces rejets de matières délétères. Et donc on voit que historiquement, plus on cherche à valoriser des matières qui sont moins en moins accessibles, plus bien sûr on mobilise aussi de l'énergie, et plus on complexifie le traitement, plus on complexifie la chaîne de transformation de la matière, et aussi à chaque étape de transformation de la matière, plus on crée de nouveaux types de résidus qui eux-mêmes sont déposés dans différents espaces. Et donc finalement on a vu que d'un type d'extraction relativement simple et qui produisait peu de déchets, puisque le minerai était riche et facilement exploitable, on en arrive à un système relativement complexe où la matière, pour être valorisée, doit être supportée par tout un ensemble de technologies, de techniques qui produisent eux-mêmes des déchets qui sont eux-mêmes envoyés dans des espaces relativement éloignés du site d'extraction originel. Donc plus on complexifie, plus on produit de déchets finalement. Et donc c'est cet élément-là moi, que je trouvais très intéressant entre finalement l'évolution technologique, le fait de toujours vouloir approvisionner à un rythme constant, voire croissant, envers des matières qui sont de plus en plus difficiles à exploiter, et le fait que cela a des conséquences de plus en plus importantes en matière de production de nouveaux résidus, et des conséquences aussi géographiques, puisque l'empreinte est de plus en plus importante. Et donc, pour ouvrir ma lecture par rapport à un sujet donc, sur lequel je traite dans mes recherches, qui est lié généralement aux déchets, en général, matières résiduelles, je retrouve un peu justement cette question du lien entre technologie, empreinte spatiale, et selon le type de déchets, on a des géographies qui sont distinctes. Et ça fait écho à une étude que j'ai lue il y a peu de temps aussi, qui traite justement des différentes géographies des différents déchets, qui s'appelle donc Waste is Information, de l'équipe de Dietmar Offenhuber, qui ont mis en place en fait une expérimentation à Seattle, où ils ont demandé à des volontaires de venir déposer leurs ordures ménagères finalement. Et ils ont accroché à différents types de matières des capteurs GPS. Et ils ont pu suivre le chemin, les trajets de ces différents déchets à travers le pays. Et en faisant ça, ils ont aussi pu produire des graphiques permettant de comprendre selon quel type de déchets, selon le type de déchet, quelle distance est parcourue, est-ce que c'est plus ou moins, est-ce que ces produits sont plus ou moins valorisés à une certaine distance, etc. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, il y a une corrélation entre le type de déchet et la distance de valorisation, en tout cas d'exutoire ultime. C'est par exemple les déchets électroniques, par exemple, sont ceux qui voyagent énormément, nécessairement puisqu'on imagine bien qu'il y a des marchés, des débouchés qui sont importants à une plus grande échelle, contrairement par exemple aux bouteilles plastiques ou aux métaux.
Donc voilà, pour moi, ça faisait vraiment écho aussi, voilà, à ces gisements, gisements d'ordures, gisements de minéraux. Et pour conclure, pour moi, ce que je trouvais très intéressant, c'est qu'il y a un terme qui pourrait finalement résumer aussi ces questionnements, c'est finalement l'entropie, quoi. L'entropie qui pourrait aussi être mis en avant pour critiquer notre politique de recyclage, puisque le politique de recyclage s'appuie sur tout un ensemble aussi d'usines qui elles-mêmes en fait produisent nécessairement des déchets, peu importe quel type d'usine. Il n'y a pas d'usine dans le monde qui ne produirait aucun déchet finalement. Donc ce que je trouve intéressant, c'est vraiment de montrer que plus on veut valoriser ces différentes matières, donc notamment dans le recyclage pour les déchets, finalement on augmente l'entropie, on produit des déchets à chaque phase, à chaque usine qui intègre ce système, ces infrastructures de valorisation, et on produit de nouveaux résidus aussi, qui eux-mêmes doivent aller dans des espaces appropriés, des décharges de classe 1 pour les déchets toxiques. Donc en fait, chaque type de déchet nouveau doit aller dans un endroit spécifique qui est plus ou moins proche du lieu d'origine finalement de rejet. Et donc ça complexifie et ça invisibilise aussi cette réalité matérielle de la production de nos déchets. Donc voilà, c'était un peu cette petite réflexion que je souhaitais vous partager. Donc je vous remercie pour avoir écouté cette petite incise sur la matière à l'ère de l'Anthropocène. Et nous nous retrouvons en compagnie de Jérémy Cheval et des membres du studio Métabolisme dans l'émission À bras le corps. A tout de suite. Lectures anthropocènes. Lecture anthropocène. Lectures anthropocènes.